Bonjour Carla Balthus. Oui, bonjour Anne-Constance, bonjour à tout Mayotte et bonjour aux adhérents du MEDEF Mayotte en particulier. Voilà, parce que vous êtes ce matin sur le plateau avec votre casquette de présidente du MEDEF et on va parler de ce séminaire qui est en train de se dérouler aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, pour parler de convergence sociale, pour parler du rôle des entreprises dans cette convergence sociale au travers des accords de branche. Alors c'est quoi ce séminaire, Carla Balthus ? C'est un exercice pour les partenaires sociaux d'abord, parce que qui dit accord de branche, dit partenaires sociaux, puisqu'il faut au moins 2 signataires, côté patronal et côté salarié. C'est un exercice parce que, si vous vous en souvenez, je fais un rappel petit historique, à l'époque, c'était surtout via la commission consultative du travail, où on décidait de l'évolution du SMIC à Mayotte. Et donc, au fur et à mesure et au fil du temps, et surtout depuis 2018 où on a l'application du Code du travail, cette instance, elle ne se réunit pas vraiment, et pour ne pas dire pas du tout. Et c'est aussi là où on décidait des salaires, les salaires pour les classifications, vous vous souvenez, les impôts, oui, etc. Donc aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup avancé. Et il y avait une forte attente des salariés notamment depuis l'application normalement du Code du travail. Donc, qui date de 2018. Qui date de 2018. Donc l'exercice, c'est un petit peu, je pense que c'est pour remettre tout le monde autour d'une table, de s'asseoir en bonne intelligence. Je sais que par exemple dans notre atelier, on a parlé beaucoup de respect. Donc il faut qu'on puisse se respecter des deux parties, de se comprendre, d'être à l'écoute. C'est pour ça qu'on parle de dialogue social, d'être à l'écoute pour trouver des accords, j'ai presque envie de dire convergents, qui ne laissent pas les entreprises, d'abord parce que ce sont les entreprises qui payent cette évolution et cette convergence sociale, et aussi de répondre aux attentes des salariés autant que possible. Mais Carla Balthus, soyons pragmatiques. Les entreprises ici, l'économie est beaucoup pilotée par les marchés publics. Quand on regarde les différentes offres qui arrivent, quand un acheteur public doit analyser ses offres, il a des propositions qui viennent de métropole et des propositions qui viennent de Mayotte. Quand on regarde les offres de prix, donc juste la grille des tarifs, le fait d'être une entreprise mahoraise ne confère aucun avantage réel économique sur un marché public, et un chef d'entreprise qui veut, c'est gagner, donc il ne va pas mettre plus 20% juste pour se faire plaisir. Du coup, si on alourdit les charges des entreprises, on va leur faire perdre de la compétitivité, notamment dans les marchés publics. Donc, elles vont gagner moins de marchés, donc elles vont perdre des affaires. C'est certain qu'arrivé à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Il est vrai que les années passées, on avait cette fameuse prime d'ancienneté qui n'existe pas dans le Code national du travail, qui pouvait aller jusqu'à 15%. Et qui pouvait vraiment faire une grande différence avec une entreprise qui serait toute neuve, qui embaucherait juste au SMIC les salariés. Après, il faut aussi savoir que, notamment là vous parlez par exemple du BTP par exemple, oui, ou des services et oui, autres, il y a certains accords de branche qui existent aujourd'hui. Il y en a un qui existe depuis 2010 par exemple dans le transport routier, puisque ça faisait partie des ateliers dans celui où j'ai participé. Il y a aussi la FMBTP aussi qui a mis en œuvre des accords de branche. Donc normalement ça permet aussi de dire voilà le salaire minima quand on est maçon, quand on est etc. Quand on est conducteur, etc. Mais aussi tout ça pour dire que vous avez raison, il faut qu'on soit tous vigilants. Il faut que nos entreprises restent compétitives. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi, je pense que ces ateliers, ces séminaires aussi va permettre aussi de continuer à toujours transmettre le message qui est de dire qu'il faut accompagner la convergence. Parce que la convergence, on va pas y échapper. Aujourd'hui, c'est 2036 qui est annoncé. 2036 paraît très lointain à certains. Donc nous, on ne s'est jamais opposé à, par exemple, 2031, c'était la dernière date qui était sur la table. Évoquée par Sébastien Lecornu au moment de la loi Mayotte, notamment, ouais. On ne s'opposera jamais à la convergence. Les salariés sont en attente, eux aussi ont besoin d'être épanouis quand ils viennent au travail.
Mais pour autant, ça veut dire que ce n'est pas aux entreprises de mettre la main à la poche constamment. On le fait déjà naturellement parce que vous voyez bien avec l'inflation, si vous cumulez toutes les hausses qu'il y a eu l'année dernière, on n'est pas loin de 8%, ne serait-ce que le SMIC. Et ça veut dire que derrière, c'est effet boule de neige. Tout le monde réclame aussi son augmentation. Oui, parce que sinon, au bout d'un moment, il y en a qui se retrouvent au SMIC alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Donc tout ça pour dire que oui, effectivement, ce n'est pas aux entreprises de payer, en tout cas pas toutes seules. Et après, il ne faut pas non plus que, quand on répond à un marché, qu'on nous oppose que c'est trop cher. Pourquoi un lycée, au lieu de coûter 10 millions, ça en coûte 12? Je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est tous ces effets macroéconomiques dont il faut tenir compte pour la pérennité. Parce que qui dit pérennité des entreprises, dit diminution du taux de chômage, qui est vraiment trop élevé à Mayotte. On a une jeunesse qui est perdue, hein, quelque part. On le voit à travers tous les actes de violence qu'on vit tous les jours. Et ça veut dire que c'est pour ça que je crois aussi que ce matin, on va parler du côté un peu inclusif, où il faut insérer, de faire de l'insertion avec toute cette jeunesse-là, toute cette population qui est éloignée du travail, les fameux emplois NEET. Et c'est pour ça que... Ni en emploi, ni en formation. Et donc, si on parle d'insertion, si on parle de... Parce que c'est un côté un peu social qu'on demande aux entreprises, puisque les entreprises sont là pour gagner de l'argent, il ne faut pas l'oublier. Mais on nous demande aussi de faire du social. Non, c'est pas un péché. Je pense qu'il y a qu'en France, on a des fois honte de dire ça, mais et voilà, ça veut dire qu'on nous demande aussi de faire du social, et ça a un coût. C'est beaucoup de temps, d'énergie pour accompagner ces personnes qui sont en difficulté dans nos entreprises. Donc tout ça, il faut aussi être à l'écoute des efforts que les entreprises font. Le passage aux 39 heures, aux 35 heures, ce sont des gros efforts qu'on demande aux entreprises pour qu'elles tiennent la route, s'imprégner du code du travail, gérer un CSE, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont très lourdes. Ce sont des postes qui n'existaient pas en ressources humaines et autres, qu'il faut embaucher, qu'il faut faire monter en compétences. Il faut augmenter les salaires parce qu'on demande des cadres, etc. C'est tout ça qu'il faut comprendre et se dire qu'on ne va pas détruire le tissu économique alors que Mayotte est en pleine expansion. Alors, Carla Balthus, il y a qui autour de la table? Vous disiez les partenaires sociaux. Vous voyez, on voit derrière l'un des ateliers. On reconnaît sûrement certaines personnes, mais c'est quel corps autour de la table? Donc hier, c'était vraiment les partenaires sociaux. Hein. Je le rappelle. Les entreprises. Donc oui, les entreprises, les adhérents dans les syndicats, comme le MEDEF. Il y avait, je vois là, c'est la table de l'UMI. Il y avait la FMBTP, il y avait la CPME aussi qui était là. Et puis côté salarié, FO, CFE, CGC, voilà, qu'on connaît classiquement. Et l'État joue quel rôle dans ce séminaire? Parce qu'il y a la DITS qui est là aussi, il y a le SGAR. Moi, comme je disais, je le répète, il ne faut pas se dire que de nous-mêmes, on va se réunir. On va se réunir, on va appeler les copains côté, entre guillemets, salariés, et on va leur dire, venez négocier, on va voir ce qu'on peut faire. On a, entre guillemets, essayé, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que, comme on l'a déjà dit à l'État, il faut nous réunir quelque part, ou quand on a l'occasion de se réunir, il faut parce que la dette a un rôle aussi de médiateur, parce que nous, on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas le code du travail par cœur. Donc, j'ai vu quand on avait, par exemple, nous, dans la branche du transport routier, puisqu'il y avait le transport routier, il y avait la sécurité, il y avait le commerce, etc. J'ai vu qu'on a négocié pendant 8 mois. Je vous promets, je n'ai raté aucune réunion. Ça a duré 8 mois. Mais on avait une inspectrice du travail à côté de nous. Donc, c'était notamment le MEDEF, FO, Transport, qui sont très actifs via M. Djoumoua, que je salue. Voilà, donc pendant 8 mois, on a négocié, discuté. On avait la dette, donc via cette inspectrice dont j'ai oublié le nom, qui nous expliquait un petit peu ça va pas, ou on peut s'inspirer de ça dans le code du travail. Et c'est comme ça qu'on a pu enfin signer en 2010 ce premier accord. Il y en a eu un deuxième, si vous vous rappelez. Il y avait beaucoup de grèves. Oui, je me souviens, c'était Jean-François Colombet qui était allé chez Matisse. Il s'était assis par terre. Mais je tiens à souligner que c'est à l'initiative du MEDEF Mayotte, parce que moi, étant en plus dans le transport, et je voyais comment ça pouvait dégénérer pour Mayotte tout simplement. Et voilà, j'ai pris l'initiative de faire cette proposition, puisqu'on pouvait prendre un article dans la convention collective du transport qui permettait de garder les acquis des salariés si on avait un autre
mandataire, une autre entreprise qui décrochait le marché. Puisque c'était au moment, pour que les téléspectateurs comprennent, au moment de la refonte du marché des transports scolaires, où le cahier des charges était attaqué systématiquement, puisqu'il y avait, si vous vous souvenez... On a fait 3 avenants. C'est ça, parce qu'on séparait en fait l'entreprise qui roulait de l'entreprise qui était celle qui organisait. Voilà, donc du coup, ça veut dire que potentiellement, si on perd le marché, ça veut dire que c'est une nouvelle entreprise. Et donc, il faut que derrière, les salariés soient rassurés qu'il y a une continuité pour eux, que leurs acquis, leurs acquis demeurent. Et donc, ça a été aussi une première parce que à La Réunion, s'est inspiré de notre accord de branche. Pour justement faire la même chose parce qu'ils avaient les mêmes difficultés. On voyait une entreprise répondre à un marché. Je dis n'importe quoi, le chauffeur, il gagnait 1 200 €. Du jour au lendemain, on lui disait maintenant, tu vas gagner 900 €. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que, parce que il faut comprendre aussi que dans le transport scolaire, en tout cas peut-être pas chez nous, mais ailleurs, les conducteurs n'ont pas beaucoup d'heures. Parce qu'ils emmènent les enfants juste le matin et ils la ramènent juste le soir. Donc, ils ne travaillent pas beaucoup. Et il y a beaucoup de turnover aussi. C'est pour ça que j'ai donné des montants qui sont en dessous du SMIC volontairement pour que les gens comprennent. Il y a même dans la convention collective un contrat où vous êtes limité à 551 heures annuelles. Parce que ça ne fait pas beaucoup quand vous divisez par 12. Parce que justement, c'est le minima qu'on puisse payer un chauffeur, même s'il ne travaille qu'1 heure par jour. Voilà, tout ça pour dire ça. Et donc, je pense aussi que quelque part, le séminaire doit nous permettre de voir comment faire évoluer les accords de branche qui sont présents. Parce que si on parle de convention en collective pour beaucoup d'entreprises, on n'y arrivera pas. Non, si je prends encore l'exemple du transport, il n'y a aucun département d'outre-mer où le code où la convention collective du transport s'applique aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que ce soit à nous à Mayotte où on est loin de tout et surtout de la convergence de l'appliquer. Les coûts des conventions collectives, c'est élevé pour les entreprises. C'est très élevé parce que quand vous avez une grille de salaire qui commence à un salaire qui est déjà bien au-dessus du SMIC et derrière il faut déployer pour les autres catégories. Donc c'est pas imaginable aujourd'hui. C'est pour ça que moi je tiens vraiment à ce qu'on parle plutôt d'accords de branche. Même si les branches n'existent pas ou ne sont pas forcément toujours bien représentées. En tout cas, nous, le MEDEF, on peut représenter toutes les branches. On a cet avantage de pouvoir signer beaucoup d'accords de branche. Et il faut faire évoluer les choses parce que, comme je vous disais tout à l'heure, via la CCT notamment, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Donc, c'est à l'État de nous accompagner. Ça demande aussi des moyens financiers parce qu'on a besoin de formation. On a besoin de formation, que ce soit pour les syndicats, que ce soit pour les entreprises, les RH et tout. Donc, ça veut dire qu'on a besoin des moyens de l'État pour nous accompagner, pour trouver des accords qui tiennent la route pour les deux parties, qu'il n'y ait pas cette frustration où rien ne bouge. Parce que voilà, les salariés aussi, pour qu'ils travaillent, il faut qu'ils soient motivés. Il faut qu'ils soient motivés. Mais n'oublions pas qu'à côté de tout ça, nous supportons l'augmentation naturelle des charges qui sont dans l'ordonnance 2012. Et ça aussi, c'est un coût pour les entreprises. Donc c'est pour ça que nous aussi, au MEDEF Mayotte, on veut être aussi force de proposition pour expliquer à l'État qu'il y a moyen de garder le CICE, je le dis bien, parce que c'est important, on s'est battu pour le garder. Oui, et c'est un vrai avantage pour les entreprises. Jusqu'à 2025, c'est un vrai souffle pour les entreprises. Donc le CICE majoré à 9% de la masse salariale. Il faut le garder, mais il faut aussi réfléchir à comment mieux accompagner les exonérations de charges patronales qui aujourd'hui ne concernent que les bas salaires. Et on ne peut pas se limiter aux bas salaires. On a des jeunes qui partent, qui font des études de haut niveau. On a besoin d'encadrer nos entreprises. Donc ça veut dire que ça demande des salaires qui sont bien éloignés du SMIC. Et il faut quand même que ces salaires-là soient exonérés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut réfléchir à comment accompagner les entreprises via cette augmentation d'exonération et tout en gardant le CICE, je préfère encore le répéter. Je préfère en mettre une couche. L'oreille de l'État est favorable à ces demandes-là quand vous évoquez ces sujets avec les responsables de la DITS, avec le SGAR, avec le préfet. C'est quoi le retour que vous avez ? Moi, je pense que il y a des choses peut-être qui ne se disent pas, mais je pense que pour l'instant, on trouve encore un équilibre. On trouve encore un équilibre dans le sens où
On voit bien que voilà, il n'y a pas des textes qui sortent du chapeau ou du jour au lendemain, on nous impose certaines choses. Moi, je l'avais dit à l'époque de la préparation de l'application du Code du travail en 2018, j'avais donné des alertes. On m'a écouté, mais c'était un petit peu tardif, où j'avais demandé qu'il fallait faire des études d'impact. Parce que souvent, on demande des choses en pensant que c'est le remède à tout, et on se rend compte que si c'est mal préparé, on devient presque perdant. Quand on est passé des 39 heures aux 35 heures, les salariés ont été perdants parce qu'on n'a pas ajusté l'évolution du SMIC en même temps. Et je rappelle encore qu'en 2015, il était convenu qu'on gagne en net la même chose qu'au national. Et il y a eu un décrochage du fait que ça a été mal préparé. Et dans le Code du travail, il y a beaucoup d'éléments, les congés paternité, Oui. voilà, tout ça, c'est OK, ça existe, c'est écrit. Mais après, quand on va techniquement, parce que souvent, nous, au MEDEF, via notre club RH, on fait des matinales parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés. Quand les DRH veulent déployer un texte, entre ce que dit le texte, si on l'appliquait bêtement, et puis la réalité où il y a un document à remplir au niveau de la sécurité sociale, ah ben non, ça ne matche pas. Ah ben non, ça... Voilà, et ça reste, c'est du concret. Et ça reste compliqué et c'est concret. Donc ça veut dire qu'il faut préparer. C'est comme l'application du Code de la sécurité sociale. Si demain matin, on veut l'appliquer à Mayotte, il faut faire des études d'impact. Il faut voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui risque de poser problème, qu'est-ce qui n'est pas encore mis en place, parce que Mayotte est encore régie par des anciens textes et ça devient des fois incompatible avec une convergence trop brutale. Carla Balthus, la convergence sociale, on vient de se le dire, c'est extrêmement important. Le rôle des entreprises, mais aussi des salariés, est clé dans cette convergence sociale. On a parlé aussi de compétitivité des entreprises. Néanmoins, la convergence sociale, c'est aussi les minima sociaux, c'est aussi la retraite. Alors, pourquoi on aborde un sujet aussi compliqué? Parce que là, quand on vous écoute, on comprend que c'est complexe et ardu aussi. Pourquoi on commence par ça? Et pourquoi on ne donne pas un signal à l'ensemble de la population en travaillant sur les retraites, en augmentant certains des minima sociaux? Pourquoi on s'embarque sur un sujet compliqué qui va nécessiter des négos et qui va durer des mois? Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est dommage. C'est dommage et on le dit. Et en tout cas, moi, quand j'ai l'occasion de siéger un peu partout, même de me déplacer en métropole, c'est ce que je dis au ministère de l'Outre-mer notamment. Il faut donner un calendrier à la population mahoraise. Il faut qu'on puisse se projeter, que ce soit pour les minima sociaux et tout le reste. Et il ne faut pas, bien entendu, saigner les entreprises. Ça, c'est clair et net. Et on sera toujours vigilant. Vous voyez, j'étais hier, j'ai passé de 8h à 13h, j'étais là. Ce matin, de 8h à midi, je serai là. Donc, on est présent pour faire passer les messages. On doit rester vigilant pour nos entreprises. Ce matin, on va parler, par exemple, de primes d'intéressement, de participation. Ça veut dire que, oui, ça, on peut le faire quand il y a du bénéfice. Mais si les entreprises sont en mode survie, comme la plupart et la majorité des entreprises, qu'est-ce qu'on va partager avec les salariés? Quel bénéfice on va partager si on est toujours au ras des pâquerettes? Si je vais encore prendre ma profession, on se fait caillasser, si on se fait voler tous les matins, piller son magasin, etc. Si nos salariés ont beaucoup d'accidents du travail, ben, ça coûte cher parce que y a des primes à la sécurité sociale, des surprimes entre guillemets. Voilà, c'est tout ça où derrière des entreprises qui se portaient très bien il y a 10 ans en arrière, ben avec l'évolution exponentielle du coût du travail, comment dirais-je, c'est sur leurs bénéfices. C'est sur leurs bénéfices que ces augmentations sont encore possibles pour la plupart. On ne peut pas répercuter les augmentations de prix sur nos tarifs. Il y a des comment dirais-je, il y a des clients qui refusent qu'on augmente les tarifs et des fois on est en compétition et on ne peut rien faire et c'est vraiment au détriment de la marge et quand il n'y a plus de marge, ben, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien à partager, il n'y a plus de valeur ajoutée et il faut que tout le monde comprenne ça et on sera là et vigilant pour faire passer le message à l'État notamment, tout en comprenant les besoins des salariés. Donc il faut que l'État mette la main à la poche pour accompagner toute cette convergence, d'une manière ou d'une autre. Et ben, ce sera le mot de la fin, Carla Balthus.
Merci Anne. Merci beaucoup d'être venu ce matin et puis bonne séance de travail, donc jusqu'à 12h tout à l'heure. Merci. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.